Donc, on va laisser la parole à Alexandra Jover, que je vais laisser se présenter un peu plus largement que ce que j'ai fait en introduction, pour voilà, nous parler du cancer. Merci beaucoup, Alexandra. Bonjour à tous. Il m'a mis la pression tout à l'heure, alors j'ai peut-être pas autant de qualité que ça, mais je vais essayer du moins aujourd'hui de vous parler du cancer. Donc moi, c'est Alexandra, je suis la fondatrice et la déléguée générale de l'association Sarah, qu'on a fondée il y a 10 ans, parce qu'aujourd'hui, cela n'est pas normal que des personnes touchées par un cancer soient délaissées, discriminées ou se sentent seules après la maladie, parce que cela n'est pas normal non plus que les managers de proximité, les équipes se sentent démunies quand la personne revient. Il est temps aujourd'hui de lever les tabous face à la maladie et d'en parler. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et nous, c'est aussi pour ça qu'on a créé l'association. Je vais passer rapidement, mais on a plusieurs missions. La première, c'est d'accompagner, vous l'aurez compris, les personnes atteintes d'un cancer au retour à l'emploi pour favoriser leur insertion professionnelle et leur retour. Mais aussi, on est assez actif auprès des structures, des entreprises privées ou publiques pour lever les tabous, libérer la parole. Pour ça, on fait des actions de sensibilisation par des conférences, on a créé une fresque. Et ensuite, quand il y a des situations concrètes, on accompagne la personne touchée, le manager de proximité et les équipes, parce que vous allez le voir, tout ça, ça a des impacts. Donc, de quoi on parle? Déjà, je voulais juste faire un petit rappel. On l'a vu, il y a environ 4 millions de personnes qui sont touchées ou qui ont été touchées par un cancer. On a les nouveaux cas. Les nouveaux cas, c'est les personnes qui sont diagnostiquées à l'année. Mais on le sait, ça dure souvent plus longtemps que ça. Ou les personnes qui sont diagnostiquées en décembre 2023, ils sont souvent encore dans les traitements en 2024. Okay, donc du coup, on estime en France à 4 millions. C'est énorme, ce chiffre. Donc c'est un enjeu sociétal aujourd'hui, puisqu'on est de plus en plus concerné par la maladie. De plus en plus d'actifs touchés, on l'a vu tout à l'heure avec le chiffre, c'est environ 400 personnes par jour en emploi. Mais 80% reprennent une activité professionnelle. Ce chiffre, il est important. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques années, on ne reprenait pas une activité professionnelle. Soit on mourait, malheureusement, soit on avait un handicap assez fort, donc ce taux-là, il était faible. Aujourd'hui, on reprend une activité professionnelle. C'est bien, mais dans quelles conditions? Nous, on s'arrête là à aller regarder, OK, il se passe quoi au retour? C'est quoi les enjeux, les bénéfices d'un retour, les risques? Et on va voir qu'il y en a. Donc il y a une personne sur 3 qui quitte ou perd son emploi. Ça, je n'ai pas la proportion du chiffre du nombre de personnes qui le quittent volontairement ou qui le perdent. Mais en tout cas, on sait qu'il y a quand même un tiers qui quitte ou qui perd son emploi. Et il y a 20% encore des salariés qui déclarent avoir fait l'objet de mesures discriminatoires. Moi, une petite anecdote, quand j'ai commencé à accompagner les personnes il y a 10 ans, il y a une femme qui est venue me voir en me disant moi, je suis revenue dans mon entreprise, mais voilà, j'avais pas de bureau, on savait pas où me mettre, j'avais pas d'ordinateur. Voilà, toutes ces choses qui peuvent paraître parfois innées, mais qui ne le sont pas et qui sont importantes parce que du coup, ça freine le retour et ça crée des choses derrière. C'est un sujet encore tabou. Il y a 51% des actifs qui pensent encore qu'il est difficile de révéler son cancer. Pourquoi? Par peur. Peur de perdre son poste, peur de perdre son statut, peur d'être catalogué comme uniquement malade. Ça, moi aussi, je l'ai. Les personnes, elles en ont marre d'avoir cette étiquette. Et à la fois, on sait aussi que c'est important de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, les vulnérabilités. Mais voilà, il y a la peur d'être catalogué, donc on n'en parle pas. C'est aussi parce que on manque d'informations, de dispositifs au sein des entreprises, des structures, etc., etc. Il peut y avoir plein de choses, mais en tout cas, on sait que c'est encore tabou. Aujourd'hui, il y a 36% des entreprises qui ne pensent ne pas être au courant de tous les cas de cancer dans leur structure. Donc on voit que c'est quand même encore assez important. Et nous, on est là aussi pour lever ça. Dans la deuxième partie, on va voir
On va essayer de comprendre, alors il y en a qui connaissent déjà, hein, mais le parcours patient en fait, les étapes par lesquelles la personne passe quand on lui diagnostique un cancer et comment elle va faire face, elle, à la maladie. Et dans une deuxième partie, on verra le parcours de l'entreprise ou de la structure qui l'accompagne. Le parcours patient, on a déjà l'annonce, hein, qui est un choc émotionnel. Ça amène des peurs, des questionnements. Et le choc émotionnel, il est fort. Hein. Moi, les personnes, elles me le décrivent comme c'est un tsunami, ça a tout balayé sur son passage. Et du coup, on sait en plus qu'on va rentrer dans une deuxième étape que sont les traitements. Ça amène des questionnements. Et les questionnements du maintien aussi à l'emploi de son travail, ils peuvent arriver dès ce moment-là. Moi, souvent, on me dit « Ah, mais tu interviens après ». Non, les questionnements, ils peuvent aussi se poser à l'annonce. Qu'est-ce que je vais faire de mon travail? Comment je vais faire pour leur annoncer? Etc. etc. Voilà. Ça peut arriver dès l'annonce. On a la phase des traitements. On sait que je vais apporter des témoignages en vidéo après, mais c'est des traitements souvent nombreux, qui sont mixés, lourds, avec des effets secondaires. Donc, eux passent par cette phase-là. On a la phase de l'après. Donc, on a fini les traitements, où là, on le verra plus en détail, mais où c'est une redescente difficile, parce qu'on a des effets secondaires qui persistent, une perte de confiance qui peut arriver, et des difficultés financières qui peuvent aussi arriver tout le long du parcours. Et il y a une dernière étape que j'avais rajoutée, mais ce n'est pas le bon, mais je vais en parler, c'est le retour. Parce qu'il y a quand même 4 étapes, c'est que l'après ne signifie pas forcément le retour tout de suite, s'il n'y a pas eu maintien dans l'emploi. Hein. Là, je suis dans la phase où il y a pas, on n'a pas maintenu, on n'a pas continué à travailler pendant les traitements. Et cette phase de retour aussi, elle est complexe. Donc, j'espère que le son va marcher. Je vais laisser témoigner des personnes, ce sera mieux. L'annonce était très difficile. En fait, quand on vous annonce un cancer, c'est comme s'il y a le monde qui vous tombe sur vos épaules. J'étais accompagnée d'une copine et j'ai failli malheureusement tomber dans les pommes. Je suis resté presque 1 an sans savoir, en ayant mal, en souffrant, en ne dormant plus. Une fois que j'ai appris que j'avais ce cancer, j'ai pu poser une annonce sur cette maladie. Les questions liées à la maladie, donc liées au cancer, on se les pose, mais après, une fois qu'on a accepté, qu'on a digéré qu'on avait un cancer. J'ai cherché à savoir d'où pouvait provenir ce cancer. J'ai fait des recherches sur Internet, j'ai questionné mes médecins, les infirmières. J'ai quand même cherché à comprendre s'il y avait quand même un fondement à cette maladie. J'ai jamais su exactement pourquoi j'ai eu ce cancer. Parce que mon cancer, je l'ai vécu sans penser au cancer. Donc ça s'est passé, je dirais, comme une lettre à la poste. Et puis ça m'a pas choqué. Bon, comme on pourrait me prendre pour quelqu'un d'inconscient, mais c'est pas le cas. J'ai fait comme si je n'avais pas de cancer. Donc j'ai une vieille habitude de rugbyman, c'est de me battre. Donc là, je me suis battu et puis j'ai fait abstraction complètement de cette maladie. Là, on a 3 témoignages qui peuvent être différents et ça nous montre aussi à quel point c'est unique et que chaque personne a une façon de vivre l'annonce et toutes les autres étapes de manière différente. Alors le dernier, il me fait sourire parce qu'il dit que c'est pas un choc, mais je ne sais pas si vous avez remarqué sur son visage, il a les yeux un peu grands ouverts comme si c'était aussi une surprise. Donc parfois on est dans un peu une forme de déni parce qu'en fait, on ne peut pas vivre le choc émotionnel aussi fort qu'on le voudrait parce que derrière, on sait qu'il va y avoir les étapes et qu'il va falloir qu'on mette en œuvre toute notre énergie dans le parcours suivant. Donc pareil, je tiens à rappeler là, dans les traitements qu'il y a plusieurs traitements, plusieurs effets secondaires. Toutes les personnes n'ont pas tous les traitements et tous les effets secondaires. J'ai eu une chimiothérapie qui a duré 4 mois. Les effets secondaires ont été multiples. La fatigue, les nausées, la sécheresse cutanée, les boutons, et puis ensuite les effets secondaires qu'on connaît aussi, perte de cheveux, de cils, de sourcils, voilà.
En fait, j'ai eu une perte de sensibilité aussi au niveau des extrémités, qui était de plus en plus violente au cours du traitement. Au point où à la fin, je ne sentais plus mes doigts. Donc, idem, pardon, pour les effets. Dans une phase de protocole et Celle-ci, je ne sais pas si vous allez l'entendre. À la chimiothérapie, la radiothérapie. Donc voilà, vous l'avez vu aussi sur les traitements, plusieurs effets, plusieurs durées. Et donc, chacun va avoir toutes ses spécificités. Là, c'était un petit témoignage aussi, mais c'était plus pour le retour, donc elle n'est pas la bonne, donc je vous la remettrai après. Après, qu'est-ce qui se passe? Une fois que les traitements sont finis, les médecins vont dire bon ben voilà, rendez-vous dans 3 mois, 6 mois, encore une fois, ça va dépendre. Souvent, ils vont dire vous pouvez reprendre votre vie, reprenez votre vie. Okay. Et là, moi, les témoignages que j'ai, c'est que c'est presque aussi difficile, voire j'ai eu des personnes qui m'ont dit c'est plus difficile. Pourquoi? Il y a un sentiment d'abandon qui peut arriver parce que pendant les traitements, on est pris en charge par les médecins, par les infirmiers. On a les aidants qui sont là, parfois nombreux ou pas, ça va dépendre aussi des situations. Mais en tout cas, du coup, d'un coup, il y a tout ce qui est autour de nous qui est moins présent. Donc, on se sent abandonné. Et encore une fois, je jette la pierre à personne. Quand on est aidant, c'est aussi très difficile. Pour l'avoir été moi-même, c'est lourd aussi. Et donc, du coup, quand la personne elle est en rémission et qu'on lui dit que c'est terminé, qu'il n'y a plus de cellules cancéreuses, on a une part de joie et de relâchement. Et donc, du coup, quand on est dans la joie, on est moins dans la focalisation sur la personne. Et la personne, elle vit un tout autre monde parce qu'il y en a qui ont peur en se disant « mais j'arrête les traitements, mais le cancer, il va revenir ». Parce que finalement, il y a des personnes, je dis bien certaines, ça les rassure d'être en traitement. Il y en a d'autres qui vont se dire « je devrais être soulagée de cette bonne nouvelle, je devrais être dans la joie ». Et en fait, je suis dans la tristesse, je suis encore dans la peur, etc., etc. Donc, entre ce qu'on a imaginé, ce que la personne elle a imaginé à la fin des traitements et ce qu'elle vit, il y a un décalage. Il y a une perte de repères, comme j'ai dit, c'est il y a tout ça qui s'offre à moi, mais en fait, j'ai plus de repères, parce que mes repères, c'était les traitements, les rendez-vous, etc. Donc, cette perte de repères, elle est plus là, et du coup, c'est difficile. Du coup, on a une perte de confiance, puisque comme vous l'avez vu, il y a des effets secondaires au traitement. Nos capacités sont amoindries. C'est pas, pour certaines personnes, ce ne sera pas à vie, on va les récupérer, mais en attendant, juste après, il y a encore ça qui reste. Et donc, il faut gérer ces effets secondaires qui vont persister. On va le voir. Donc, ça m'emmène à ma question. Selon vous, combien de temps les effets secondaires des traitements peuvent persister ? Au moment du diagnostic jusqu'à l'après. Qui vote 2 ans, 3 ans, il y a un peu de 3 ans, 4 ans, okay. 5 ans, ouais. Majorité, c'était un peu entre 4 et 5, c'est 5 ans. Ça, c'est une étude qui s'appelle Vican 5, pour ceux qui ne l'auraient pas lu. Il y a Vican 2 et Vican 5. Donc, jusqu'à 5 ans, les effets secondaires peuvent persister. Donc, pour 63,5% des personnes qui souffrent de séquelles dues au cancer et au traitement, on a la fatigue. On en a parlé. La fatigue, c'est une fatigue chronique, lourde, intense, où il ne suffit pas de se reposer pour qu'elle parte, en fait. C'est comme si la batterie, elle était défaillante de mon téléphone. J'ai beau brancher, si elle ne va au max qu'à 30% parce qu'elle est défaillante à ce moment-là, elle n'ira pas à 100, on est d'accord. Donc, souvent, moi aussi, les témoignages que j'ai, c'est très culpabilisant auprès des autres de toujours dire « je suis fatiguée » et d'entendre dire « repose-toi ». En fait, ça ne marche pas systématiquement. Ça va marcher quand on va réduire notre énergie, et donc on va retomber à 10 ou à 0. Là, on va pouvoir recharger en dormant ou en se reposant à 30, mais une fois qu'on est à 30, on est toujours fatigué.
Okay, donc ça, pour ça, il y a des ressources, hein, parce qu'il y a des solutions, et c'est important de les connaître. Donc avec l'activité physique adaptée, ou l'activité physique, qui permet de réduire la sensation de fatigue. On parle bien de sensation, parce que ça ne va pas être miraculeux, on ne va pas du jour au lendemain ne plus avoir de fatigue. Mais cette sensation-là, elle va diminuer. Ça va donner de l'énergie à notre corps. Donc pareil, une fois, j'ai une personne qui m'a dit « l'autre jour, ma collègue m'a fait remarquer que je disais que j'étais tout le temps fatiguée, alors que ce week-end, je faisais de l'activité physique au parc. » Ben oui, on fait de l'activité physique pour pallier aux soucis de fatigue. Ça ne veut pas dire que le lundi matin, quand on arrive au travail, on n'est pas fatigué. Donc parfois, il peut y avoir un décalage. La sophrologie aussi peut aider, donc les soins de support, hein, les soins qui permettent d'améliorer la qualité de vie des personnes peuvent être une solution pour pallier cette sensation de fatigue. On a l'anxiété et la dépression dans ces top 3 des effets secondaires qui persistent. L'anxiété et la dépression, comme on l'a vu, elle arrive après parce que à l'annonce, on a un choc. Après, on va se mobiliser pour faire face à la maladie. Et ensuite, ça va redescendre et ça va impliquer aussi plein de choses difficiles à vivre pour la personne. Et donc, elle peut être plus à même d'avoir des problèmes d'anxiété et de dépression après. Et les difficultés de concentration et de mémoire, qu'on appelle dans le jargon troubles cognitifs, qui sont aussi importants. Moi, quand j'ai commencé à travailler, à monter l'association, les troubles cognitifs n'étaient pas reconnus comme effets secondaires. Les oncologues, la majorité disaient non, nous, ce n'est pas un effet secondaire de la chimio, on ne connaît pas. Aujourd'hui, c'est reconnu comme un effet secondaire. Okay, et là, ça veut dire qu'on a du mal à se concentrer. C'est-à-dire qu'une personne qui va être, par exemple, à une réunion, s'il y a trop de personnes qui vont parler en même temps, ça va être compliqué. C'est aussi des personnes qui travaillent beaucoup sur l'ordinateur, par exemple. Moi, j'ai eu une situation où la personne avait des gros troubles cognitifs et elle codait. Je l'ai raconté ce matin, Isabelle. Elle codait et en fait, elle ne voyait plus rien devant son écran. C'est très compliqué pour elle de se concentrer et de pouvoir faire son travail correctement. Okay. Et les troubles de mémoire, les troubles de mémoire, c'est souvent des troubles de mémoire immédiats. C'est-à-dire que, par exemple, ce matin, vous m'auriez dit « Alexandra, rendez-vous à 14h pour le café à la maison des étudiants ». 5 minutes après, j'ai oublié. Je sais qu'on m'a dit quelque chose, mais je vais oublier quoi, je vais oublier à quelle heure, etc. Donc ça, c'est pareil, ça peut être culpabilisant quand on revient, en fait, de chaque fois demander à répéter parce qu'on a des troubles de concentration et de mémoire. Donc, nous, on sensibilise là-dessus pour éviter à la personne aussi de devoir le rappeler à chaque fois. Donc, ces troubles cognitifs, idem, il y a des solutions. Il y a une association, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui s'appelle Oncogite, qui travaille sur ces sujets-là. Ce sont des neurologues et du coup, ça s'appelle de la rémédiation cognitive. Donc, les personnes ont droit à une vingtaine de séances et peuvent en fait retravailler ces problématiques-là pour les amoindrir, en tout cas. Donc, on l'a vu, l'après, c'est compliqué. Oui, la personne, oui, ça, je voulais insister là-dessus, elle a un cancer, mais c'est un être humain, comme on l'a vu, avec des émotions qui vit les choses de manière unique. Donc, on le verra après dans ce que je dis, ce que je ne dis pas, on va aussi s'adapter en fonction de la personne et de sa relation avec elle. C'est une personne qui a eu des difficultés et qui a aussi eu à les surmonter et qui les a surmontées. Et attention, ce n'est pas forcément... Alors là, on pourrait, la liste, elle peut être très très longue, mais une personne amaigrie, moi j'ai souvent des gens qui me disent ah, mais une personne qui a un cancer, qui est en traitement, elle est maigre, elle perd du poids. Ah non, il y a des personnes qui en prennent du poids. Une personne qui n'a plus de cheveux, ça aussi, je l'ai entendu il n'y a pas longtemps, une personne qui m'a dit ah, elle n'a pas perdu ses cheveux pendant la chimio, du coup, ça veut dire que c'est bon, elle le supporte mieux, elle va mieux guérir que les autres. Rien à voir. Okay, attention vraiment aussi à l'image qui est projetée. Une personne qui a des cernes, bref, voilà, c'est
une personne comme vous et moi, où parfois vous allez pouvoir voir peut-être des signes distinctifs physiques qui vont être différents, mais comme n'importe qui d'autre, quoi. Donc attention à ça, c'est important. Et d'autant plus que parfois les personnes, moi je le vois bien, elles ont tellement envie dans l'après aussi, parfois de revoir des gens, de se remettre en activité professionnelle, etc., qu'elles vont faire un effort physique. Et donc entre ce qu'elles vont vivre et ce qu'elles vont projeter, pareil, il y aura un grand écart. Okay, donc ne vous fiez pas à ça non plus. Il faut parler, ça c'est bien, il faut communiquer avec les gens. Donc là, je voulais vous montrer une vidéo qui était importante pour montrer que les vulnérabilités peuvent devenir force. Donc c'est une vidéo qui a été faite par Cancer at Work hein, sur la compétence Fighting Cancer, qui était là pour aussi changer de regard des recruteurs, notamment quand on embauche quelqu'un, mais elle vaut aussi pour toute autre personne. Pendant mes études, j'ai été atteinte d'un cancer et finalement cette expérience, je crois que c'est ma première compétence. C'est une expérience dont paradoxalement nous pouvons sortir grandis de par les énergies qu'elle mobilise, la combativité et cette volonté de vaincre. Dans mon entreprise, nous parlons du cancer. Nous avons libéré la parole pour mieux intégrer les malades. La compétence Fighting Cancer va permettre de faire changer le regard porté sur les malades dans le milieu professionnel. J'ai perdu un poumon, j'ai perdu mon travail, mais j'ai jamais été aussi fort. Donc voilà, pour conclure sur cette partie-là, il est vraiment important, comme vous l'avez vu, de changer de regard, à la fois d'avoir un regard sur les difficultés surmontées des personnes, mais les difficultés qui sont là et qui peuvent persister à l'avenir, mais de ne pas tomber dans la pitié, dans l'étiquette du malade, etc. C'est dur à avoir, je sais, c'est dur ce que je demande à chaque fois de trouver cet équilibre-là. Et ça passe par l'écoute, ça passe, on le verra, par l'empathie en fait, qu'on a, mais auprès de chacun et chacune d'entre nous, et de ne pas tomber dans l'étiquette et la pitié, parce qu'on en ressort grandi. Alors chacun a son rythme, hein, et je sais que mes propos vont être bien appuyés par le témoignage d'Isabelle juste après, mais on en ressort vraiment grandi. Maintenant, place à l'entreprise ou la structure. Hein, j'ai mis entreprise, mais donc il y a aussi un temps qui n'est pas la même temporalité que pour la personne. C'est pour ça que parfois on a du mal aussi à s'entendre. Il y a un temps d'annonce, de toute manière, qui aussi est un choc émotionnel pour le manager ou l'équipe, hein, d'impuissance, de peur, de maladresse, de stress aussi, de stress parce que ça implique que la personne, elle va soit partir, soit maintenir son travail, et donc il va falloir s'adapter. Et ça, ça peut faire peur parce qu'il y a des enjeux aussi, hein, dans une structure et dans une entreprise. Donc c'est un choc, et c'est un choc émotionnel aussi, parce que moi, dans les situations que j'accompagne, les gens, ils s'aiment, même dans le milieu professionnel, et donc on a peur aussi pour elles. Donc il y a aussi de l'émotion humaine.
L'absence, donc pendant l'absence, on a la réorganisation interne. Est-ce que la personne elle a été remplacée? Est-ce que c'est le partage des tâches? Est-ce que ça a été concerté avec l'équipe, hein? Là, je vais insister aussi là-dessus. C'est que quand une personne part, ça vient perturber tout le système, quand elle revient aussi. Et donc, du coup, est-ce que l'équipe a été concertée ou est-ce que c'est le manager qui a décidé que la personne soit elle serait remplacée, soit elle dispatcherait les tâches? Et ensuite, une fois que cette réorganisation elle est là, pendant l'absence, il ne se passe plus grand-chose dans le temps de l'entreprise. Alors que si on fait le parallèle avec le parcours patient, lui, il est en plein dans ses traitements. C'est très, très dense pour lui, la période des traitements et la période de l'absence dans l'entreprise, si elle n'est pas en maintien dans l'emploi. Si elle est en maintien dans l'emploi, c'est autre chose. Et on a le temps du retour. Questionnement aussi, hein, qui s'applique à chaque étape, hein, ce que je dis pas, et comment je gère après pour que ce soit durable. Nous, on est pour un retour, hein, ou un maintien dans l'emploi, mais durable. Le but, c'est qu'elles reviennent dans les meilleures conditions possibles pour qu'elles ne repartent pas après. Quelques actions. Alors ça aussi, je vous ai mis un petit panel, mais je vous invite vraiment à travailler, et l'exemple ensuite des témoignages d'Isabelle et des 2 personnes cet après-midi vont venir appuyer sur le fait qu'il y a des grandes lignes, mais il y a des spécificités aussi à avoir, et c'est un sujet qui doit vraiment être pris aussi au sein des structures pour les travailler avec tout le panel des professionnels ou des coordinateurs ou des personnes voilà, au sein des structures, médecins du travail, etc. C'est vraiment pluridisciplinaire. Donc pourquoi il faut favoriser le retour et le maintien? C'est une nécessité pour nous parce que c'est une performance à la fois sociale et économique, hein, de la structure ou de l'entreprise. Ça préserve les liens sociaux entre nous que de favoriser ce retour-là ou le maintien dans l'emploi. Ça renforce l'engagement et l'implication des collaborateurs parce que du coup, quand on met de l'énergie là-dedans, on montre à notre collaborateur que c'est important et qu'il est important. Donc ça favorise la confiance, mais aussi auprès des autres, hein. C'est-à-dire que plus on va s'approprier ce sujet-là et mettre en place des actions, plus les collaborateurs vont se dire « Ah ben moi, s'il m'arrive quelque chose, je vais pouvoir en parler. Je vais moins avoir peur. » Donc vous voyez, on va baisser aussi, on va lever les tabous par rapport à ça. Et bien évidemment, ça motive. Une personne, quand elle revient à son poste, elle est sacrément motivée, hein, c'est qu'il y a quelque chose. Parce qu'après tout ce qu'elle a vécu, elle pourrait aussi très bien aller voir ailleurs. Et ça diminue les coûts liés à l'absentéisme, notamment le maintien dans l'emploi. Donc, il y a un baromètre qui a été créé par Cancer at Work si vous voulez voir les coûts réels. Mais voilà, ça diminue ces coûts-là. Ce qui est important, c'est pour nous de maintenir le lien. Alors, j'ai souvent l'objection en me disant « Oui, on n'a pas le droit de contacter un salarié pendant son arrêt maladie. » Alors, si, on a le droit de contacter un salarié pendant son arrêt maladie, et nous, on le conseille fortement. Ce qui est interdit, c'est de le harceler et de lui demander de travailler. Mais de prendre de ses nouvelles, ce n'est pas interdit. Et il faut maintenir le lien. Donc, j'ai mis quelque chose de très important. L'accord du salarié concerné est indispensable. Okay, on ne fait pas sans lui avoir demandé. Et c'est important de lui demander, parce que du coup, on va pouvoir se calquer à ses besoins. Il peut aussi changer d'avis. Donc, c'est une décision partagée. On discute en amont dès l'annonce de comment et qui garde contact. Ça peut être plusieurs personnes, ou le salarié peut dire « non, moi, je veux garder contact uniquement avec mes collègues, etc. » Mais au moins, on sait, on pose une base, on discute de comment on veut maintenir ce lien. Est-ce que c'est plutôt par mail? Est-ce que c'est plutôt par message, etc. Il faut maintenir ce lien-là. On tient à informer des changements dans l'entreprise ou dans la structure. Ça aussi, souvent, on me rit au nez en me disant « mais ça paraît logique. » Pas tant que ça. Moi, j'ai eu des personnes que j'ai accompagnées où ils ont changé de manager, et donc elle avait changé de manager, et quand elle est revenue, elle n'était pas au courant. Donc, c'est quand même... Ça aide pas à la reprise, quoi, hein. Très clairement, on tient à informer des changements de l'entreprise et on crée des occasions de se voir de façon formelle ou informelle. Alors,
D'abord, on va commencer peut-être par le informel, autour d'un café, on va se voir, etc. Ça aussi, ça diminue l'appréhension pour la personne, parce que du coup, on la voit physiquement. Donc, on a moins l'étonnement si elle a changé aussi physiquement, etc. Ça peut aider à ça. Et de façon plus formelle, pour qu'elle revienne aussi dans la structure, pour qu'elle se réhabitue avant le jour J de sa reprise. Ça, c'est important. Autre anecdote, j'en ai plein, mais je ponctue, je ne vais pas tous vous les raconter. Mais il n'y a pas longtemps, il y a une personne qui était dans son entreprise, donc en arrêt maladie. Il y avait les 30 ans de la structure et elle n'a pas été conviée officiellement aux 30 ans parce qu'elle était en arrêt maladie. Elle y est allée quand même parce que ça lui tenait à cœur de revoir ses collègues, etc. Et quand, sur la scène, on a présenté l'équipe, alors que tout le monde savait qu'elle était là, elle n'a pas été présentée et conviée à venir. Ça dit quoi, ça ? Ça dit qu'on n'est plus la bienvenue, on ne fait plus partie intégrante de la structure. Et ça, c'est bon pour personne, ni pour la personne, ni pour l'équipe, ni pour la structure. Okay, on a tous à y gagner de mettre de l'énergie là-dedans. Et alors, je ne connais pas les raisons, je ne veux pas juger les raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas fait. Hein. Je ne suis pas là pour ça, mais c'est juste d'éveiller les consciences en disant on peut choisir de faire autrement. C'est instaurer de la confiance et de la communication, faire preuve d'écoute active, de parler à la personne de ses besoins, d'être présent sans jugement, sans projection aussi. Ça, faut enlever les projections aussi de notre propre expérience par rapport à la maladie ou à ce qu'on a entendu de la maladie, ça c'est important. Être attentif à l'autre, alors ça vaut pour tout le temps. Donc on regarde les signes, on reste ouvert et encore une fois, on communique à la personne si on voit quelque chose. Et on parle d'empathie, donc c'est ce que je disais, on est dans la compréhension de ce qu'a la personne elle vit, mais pas dans la projection. Okay, ça c'est important aussi. Donc, limiter les ruptures, vous l'avez compris, hein, ça conforte le sentiment d'appartenance. Mon exemple de tout à l'heure, elle ne s'est pas sentie au sein de l'équipe parce qu'elle n'a même pas été conviée à ça. Ça diminue l'appréhension ou le stress du retour que de limiter les ruptures, puisque du coup, on va commencer à parler de ce qu'on vit avant. Si la personne, elle n'est jamais revenue, qu'elle a revu personne pendant 6, 8, 9 mois, 1 an, voire 2 ans, le jour où elle ouvre la porte de son retour, qu'elle doit revoir tous ses collègues, raconter tout son parcours, si on lui demande, parce que du coup, il y aura des questionnements, travailler, reprendre ses marques, etc., ça fait beaucoup. Donc, on essaye aussi de ponctuer dans le temps pour que ça diminue. Il y aura toujours de l'appréhension, mais elle va être moins forte. Et surtout, il va être moins épuisé après sa demi-journée ou sa journée de travail. Ça instaure la confiance et l'échange, et comme je disais, très important, ça permet un retour durable. Deuxième point important, anticiper la reprise. Une reprise, ça s'anticipe. C'est informer, accompagner sur les questionnements et les problématiques. Donc, ça, je n'ai pas noté, mais c'est important dans cette étape-là de s'entourer des acteurs, médecins du travail, assistantes sociales, etc., etc. Il y a de nombreux acteurs, managers, tout le monde doit être aussi, si l'accord du salarié encore est indispensable pour cette étape, on ne peut pas anticiper son retour sans le salarié. Donc c'est important, mais aussi d'impliquer tout le reste. De faciliter l'accès à des aménagements et des droits. On en a parlé avec des aménagements et des actions faits par les différents pactes en handipact, etc. Ça fait partie de ça. Donc, les mettre à disposition et en parler. La reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, la visite de pré-reprise, elle n'est pas obligatoire, mais elle est indispensable pour anticiper un retour. Et il y en a encore trop peu qui ne l'utilisent pas. Et travailler en amont, donc nous, ça, on le fait, et c'est pareil, ça implique aussi d'avoir le médecin du travail, le manager, les équipes, la personne sur la reprise du poste de travail. Comment on envisage les tâches? Comment on les répartit par rapport à un rythme? Est-ce que la personne, elle va reprendre en temps plein ou en temps partiel thérapeutique? Si elle reprend en temps partiel thérapeutique, comment on fait en sorte que quand elle revienne, elle ne fasse pas
80% au lieu de 50%. Et comment aussi on implique le collectif de travail là-dedans pour pas en plus aussi lui imposer peut-être une charge de travail qu'il a dû avoir en plus pendant l'arrêt maladie. Donc le collectif de travail, l'équipe, elle est aussi importante dans cette démarche-là. Et puis, on l'a vu, sensibiliser, oser parler de la maladie en entreprise en levant les tabous, ça c'est une première étape, puisque du coup, ça va favoriser la personne à venir en parler. Soutenir, donc ça c'est s'il en a besoin. Donc un accompagnement, il est utile si la personne en fait la demande ou si quand on lui propose, elle accepte, et en fonction, encore une fois, de ses besoins à lui. Et accompagner, idem, le salarié, le collectif, les collègues, le manager de proximité, parce qu'eux aussi font face, comme on l'a vu, à des difficultés, à des questionnements. Je ne sais pas si vous l'avez peut-être déjà vu, mais ça va conclure un peu ce que j'ai dit. Je vous mets une dernière vidéo là, qui a été faite par Publicis, parce que le grand patron a osé aussi parler de sa maladie en entreprise. Donc, ça nous a un petit peu aidé sur ce chemin-là de lever les tabous. Ça va? C'est un cancer. Je sais pas si je vais t'aider, chérie. You're gonna be okay. Donc on voit le soutien, tout le parcours en parallèle aussi entre le travail et ce parcours patient et le soutien que peut apporter l'entreprise et la structure auprès de ces personnes-là. Bon, pour conclure, nous, on est vraiment convaincus que l'inclusion des personnes malades, c'est avoir l'audace de continuer à capitaliser sur un collaborateur qui choisit la vie. Avoir la chance de continuer à travailler, lui donner cette chance à s'engager dans des projets collectifs, c'est continuer pour lui aussi d'exister. Et adopter la bienveillance et la tolérance au moment où le collaborateur, la personne en a le plus besoin, c'est la promesse d'un engagement aussi entre vous qui est encore plus fort à l'avenir. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous remercie de l'accueil. Merci. Bonjour. Pardon. Il fonctionne? C'est bon? Ça vous marche. m'entendez? Ouais. Moi, j'aurais voulu que vous nous parliez de votre assos, en fait. Où vous êtes situé, si on peut, partout en France, comment ça marche, en fait? Alors nous, on est situé à Lyon, mais on intervient dans toute la France, bien évidemment. Nos accompagnements, ils se font en visio pour les accompagnements individuels et en présentiel plutôt pour le collectif et dans les entreprises. On s'adapte, mais voilà. Donc on bouge, on vient à Montpellier, on va à Brest, voilà, on bouge un peu partout. Donc je vous donnerai mes contacts si vous voulez après, mais voilà. Sinon vous pouvez taper associationsara.com, Sara sans H, et vous trouvez tous nos contacts et tout ce qu'on fait sur la page du site. Merci.
Oui, on pourra vous envoyer les coordonnées d'Alexandra à l'issue de ce colloque. Et puis dans le guide dont on vous parlera en début d'après-midi, on a intégré l'association Sarah dans les acteurs ressources mobilisables. Pas d'autres questions? En fait, moi, je voulais savoir qui vous sollicite, en fait. Est-ce que c'est les personnes, les entreprises? Comment vous intervenez? Sur quelle demande? Alors, ça dépend. On nous sollicite soit par le biais de la personne qu'on rencontre et qui a entendu parler de nous, par le bouche à oreille. Voilà, dans les associations dont je vous parlais, on cogite. C'est en visio, mais collectif. Et donc, du coup, elles se parlent entre eux aussi des bonnes pratiques et des autres associations. Mais aussi, comme on intervient dans les hôpitaux, là, ils peuvent entendre parler de nous comme ça. Et après, il y a les entreprises, nous, qu'on démarche, hein, à force de travailler sur ce sujet, même si c'est trop peu connu, on démarche les entreprises et parfois les entreprises elles viennent nous dire on a entendu parler de vous, donc c'est un petit peu parfois au petit bonheur la chance, mais voilà, ça peut arriver de plein de biais différents. C'est tout bon. Ben écoutez, a priori, on n'a pas d'autres questions. Merci beaucoup, Alexandra, pour cette intervention de grande qualité. Je pense qu'on peut l'applaudir bien fort.